Au cœur de l'actualité, au cœur des événements, aujourd'hui, nous avons fait les déplacements de la Banque centrale. Oui, vous avez vu autour de moi des billets des banques. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la marche de la Banque centrale du Congo. Nous allons parler de l'économie, mais surtout des mesures que cette institution de la Banque centrale prend ou compte prendre pour rassurer les Congolais sur leur monnaie, mais aussi les investisseurs. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons ici tous les cadres de la banque, à la tête desquels d'ailleurs il y a le gouverneur de la Banque centrale qui va faire son entrée. Bonjour, monsieur le gouverneur. Je suis d'abord très content, monsieur le gouverneur, de me retrouver ici, à la Banque centrale du Congo. Je vois autour de moi que des billets des banques, plus les cadres de la banque. Je vous demande de vous installer sur ce fauteuil. Merci et je vous souhaite la bienvenue à l'Institut de mission chez l'autorité monétaire. Merci. L'autorité de régulation et de contrôle des établissements de crédit. Merci, monsieur le gouverneur. Nous sommes très heureux, très contents de nous retrouver ici à la Banque centrale du Congo. C'est un privilège pour vous qui nous suivez à travers le monde, mais également pour tous les Congolais qui vous regardent. Monsieur le gouverneur, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites exactement à la Banque centrale, la BCC? Notre mission principale ici à la Banque centrale, c'est de définir et d'exécuter la politique monétaire du gouvernement pour atteindre l'objectif de stabilité monétaire. C'est l'objectif qui nous est assigné par les législateurs. Et il est dit dans les textes légaux que, sans préjudice de la stabilité monétaire, la Banque centrale soutient toute politique du gouvernement. Et dans ce cadre-là, la banque accomplit d'autres missions, comme les missions des billets de banque, comme la gestion des réserves officielles de la République et leur optimisation, comme l'édiction de la réglementation bancaire et le contrôle prudentiel des établissements de crédit, comme les missions de la réglementation et du change. Nous avons également pour tâche de promouvoir les systèmes de paiement et de compensation. Donc on a beaucoup en même temps conseiller économique et financier du gouvernement. Voilà, vous êtes un peu le conseiller du gouvernement en matière économique et monétaire. Voilà. Ce qui veut dire que c'est un peu vous qui gardez notre monnaie stable, en quelque sorte. Qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'on n'ait pas de soucis, la hausse des prix par exemple. Tout ceci, c'est vous, la Banque centrale. Alors, une question beaucoup plus précise. Vous êtes l'institution qui assure les missions, n'est-ce pas, des billets des banques. Est-ce que vous avez le droit de tout fabriquer, autant de billets qu'on veut, pour donner à la population, pour qu'il y ait des transactions? En fait, le besoin en billets de l'économie est exprimé par les agents économiques. Et cela passe par les banques qui adressent les demandes en termes de billets de banque en monnaie nationale, tout comme en monnaie étrangère. On ne fabrique pas les billets de banque en monnaie étrangère, mais on peut vendre par l'intervention. Ce qu'on appelle les devises. Les devises, voilà. Oui. Et à chaque session budgétaire, lorsqu'on prépare le programme de travail pour l'année qui va suivre, comme pour 2017, nous faisons notre session budgétaire en novembre et nous déterminons la quantité et les valeurs faciales des billets qui seront imprimés pendant l'année. Et pour ces 2-3 dernières années, généralement, nous imprimons des billets au nombre de 350-360 millions de billets de banque. L'hôtel de monnaie qui est juste en face de nous, oui. Ce n'est pas votre maison où vous fabriquez autant que vous voulez, quand vous voulez? Non, il y a des normes, il y a une programmation. On suit la programmation monétaire en termes de besoins qui nous conduit à émettre ces billets sur le marché. Alors, monsieur le gouverneur, chaque lundi, on vous voit, enfin, on vous voyait surtout, avec le Premier ministre, ce qu'on appelle les troïkas.
Vous êtes conseil du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites pendant la Troïka, là-bas, en matière monétaire? Bon, vous savez, à la Troïka, on commence chaque jour par faire l'analyse de la conjoncture économique. Et bien sûr, la conjoncture économique relève, dans le cadre de notre organisation, de la Banque centrale. Donc, j'explique l'évolution de la conjoncture économique, tant sur le plan international que national. Et je propose à ce moment-là les mesures à prendre, et par le gouvernement et par la Banque centrale, parce que c'est une analyse qu'on fait dans sa dimension conjoncturelle, parce que c'est chaque lundi. Oui, et vous avez relevé des indications, les tendances? Des indicateurs économiques. Sur le plan international, on suit par exemple l'évolution des cours des produits de base, surtout qui intéressent notre économie, comme le cours du cuivre, le cours du pétrole. Donc c'est chaque jour, nous avons des analystes ici à la banque qui font ce travail. Nous suivons également l'évolution sur le marché monétaire à l'international, les taux de change entre euro, dollar et les autres principales devises étrangères, le taux d'intérêt entre différentes devises sur différentes places. Et le cours de produits alimentaires, vous savez que nous sommes un grand importateur de produits alimentaires. Oui. Les principaux On est à combien de pourcents aujourd'hui en termes d'importation? On dit on importe tout. On importe le gros de nos produits de consommation courante. Malheureusement, surtout les produits de première nécessité. D'ailleurs, la farine. Voilà, oui. Les céréales, le maïs, le riz, le blé. On importe la viande, le poisson et même les produits oléagineux comme les huiles et autres, le sucre. On importe presque tout malheureusement, mais il faudra qu'on cesse. Il faut qu'on inverse la tendance. Voilà. Monsieur le gouverneur, on fait cette émission dans un environnement de crise. Et ceux qui sont chez eux, les Congolais qui nous regardent, aimeraient bien savoir, cette crise, elle est congolaise, elle est mondiale. C'est quoi ce que vous appelez crise? Expliquez-nous cette crise. Tout le temps, on nous dit crise, crise. C'est quoi la crise que nous traversons en ce moment? Elle est à la fois mondiale et congolaise, il faut le dire. Parce que si elle n'était pas congolaise, on ne serait pas en difficulté sur le plan économique aujourd'hui. Et malheureusement, nous avons une économie qui est restée depuis notre indépendance extravertie. C'est-à-dire? Donc une économie qui... tournée vers l'extérieur. Voilà, qui dépend notamment de l'évolution des coûts de ces produits de base qu'elle exporte, comme pour nous c'est le cuivre et le pétrole. Et une économie, souvent je l'ai dit, qui s'améliore grâce aux retombées de la croissance des autres, grâce à la demande internationale. Et il faut qu'on cesse avec ça. Il faut qu'on cesse avec ça pour bâtir maintenant une économie qui est soutenue par la demande et la production intérieure. Parce que les deux faiblesses, les principales faiblesses structurelles de notre pays sur le plan économique, c'est notre dépendance aux matières premières qu'on exporte et la production intérieure qui est insuffisante. C'est-à-dire le minerai donc, et le pétrole, un peu de pétrole. On n'en a pas beaucoup le pétrole, comme l'Angola ou le Congo-Brazzaville, où on n'en a pas beaucoup, enfin on ne produit pas beaucoup, mais un peu. Mais ça nous faisait... combien ça nous 3, rapporte? 4 ans, 400 millions par an, c'était quand même beaucoup. De dollars. Oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous cette crise. Vous avez dit elle est mondiale, elle est aussi congolaise, oui, mais en quoi elle nous affecte avec, au point où la monnaie aujourd'hui ne tient pas? Bon, la crise qu'on connaît aujourd'hui est expliquée par la baisse de cours des principaux produits d'exportation. Le cuivre, le pétrole notamment, comme on a dit. Et cette baisse de cours sur le marché international a conduit chez nous à la baisse de l'activité économique parce que nous sommes une économie extravertie. Et cette situation nous amène également à la baisse de recettes d'exportation parce que le gros des recettes provient des exportations. Et la baisse des exportations nous conduit à son tour à la baisse de rapatriement. Je peux vous donner les chiffres pour le rapatriement des devises. Oui. Par exemple, le mois d'août qui est passé, nous n'avons rapatrié que 97 millions de dollars. Alors que... Même pas 100 millions? Non.
au premier semestre de cette année, en moyenne mensuelle, le rapatriement est de 125. Mais lorsque on remonte au premier semestre de 2015, le rapatriement est de 280 presque. Vous voyez la chute. Ce qui veut dire qu'on a divisé par 2 malheureusement les devises qu'on rapatrie au pays. Voilà. Et vous le sentez sur le marché, l'offre de devises est réduite drastiquement aujourd'hui. Mais les gens vous diraient que oui, le gouverneur, il est conseiller du gouvernement. Il aurait fallu prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Oui, tout à fait. Alors, vous avez parlé de la diversification de la production nationale, oui, de notre économie, oui, mais pourquoi on n'a pas pu anticiper cette crise? Oui, d'abord avant de répondre à cette question, les recettes de l'État qui en grande partie proviennent de recettes d'exploitation, oui, ça retrouve également réduite à cause de cette situation. Et les impôts se traduit aussi. Par des impôts aussi, parce que la baisse de l'activité dans le secteur minier a induit également une baisse de l'activité dans d'autres secteurs, parce qu'il y a des interrelations entre secteurs, notamment les sous-traitants et même les secteurs au niveau du secteur secondaire et tertiaire. Vous savez que l'essentiel de notre revenu provenait de l'exploitation de ressources naturelles. Et du fait de ces revenus, de leur augmentation, les ménages avaient suffisamment le pouvoir d'achat pour consommer, le pouvoir d'achat, et c'est ce qui a conduit au dynamisme des autres secteurs. Parce qu'en fait, le dynamisme des secteurs secondaires et tertiaires dépend du dynamisme des secteurs de produits de base. Mais malheureusement, nous nous sommes contentés d'un sous-secteur de ce secteur primaire qui est important, mais qui est extraverti, qui n'est pas redistributif et qui n'est pas inclusif. Donc, il fallait, pour inverser la tendance, miser sur l'agriculture. Parce que l'agriculture, pour nous, compte tenu du potentiel dans notre pays, et même en Afrique, et même généralement dans le pays en développement, c'est le secteur qui doit être considéré comme le moteur d'une croissance soutenue des productivités. Mais une agriculture, monsieur le gouverneur, ça se planifie dans le temps. Tout à fait, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on a la crise. Oui. Comment vous comptez gérer cette crise au niveau de la Banque centrale pour que le Congolais moyen ne la subisse pas de plein fouet et surtout ne sente pas les effets d'une manière aussi drastique et voilà, dramatique? J'utilisais le terme. Voilà, c'est notre mission. D'ailleurs, il fallait que je vous dise, Jean-Marie, je suis venu ici pour assurer les Congolais. Oui. Pour assurer quant aux mesures, quant aux efforts de redressement qui sont déployés par les autorités, en particulier l'autorité monétaire, pour la stabilisation et la relance de notre économie. Lorsque je disais que les recettes de l'État baissent, se traduisent par des déficits, lesquels déficits sont financés par les avances de la Banque centrale et conduit à une injection de liquidités importante qui gêne et qui accroît la demande sur le marché de biens et services et sur le marché des changes. Oui. Et cela se traduit par la dépréciation monétaire et par la hausse du taux d'inflation. Ce qu'on appelle l'inflation. Voilà. Et c'est le pouvoir d'achat de la population qui s'érode. Oui. Parce que de janvier à ce jour, la monnaie nationale a perdu plus de 22% au parallèle et plus de 15% à l'officiel. Oui. Alors que entre 2002 et 2016, ça fait beaucoup plus, et 2015, excusez-moi, oui. La monnaie n'a perdu que 6,8%. Et ça, c'est grâce aux mesures qui avaient été édictées à l'époque sous l'impulsion du chef de l'État, au vu de la criticité de la situation économique avant 2001, pour la stabilisation et la relance de l'économie. Et ça nous a permis de renouer avec la stabilité. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous ici à la Banque centrale, pour préserver le pouvoir d'achat de la population? Vous savez, nous avons ressenti assez durement les effets de cette crise en février. En février, il vous souviendra que le 25, à l'issue d'un comité de politique monétaire, ici, on avait pris la décision de relever
le coefficient de la réserve obligatoire. C'est un instrument de politique monétaire. Qu'est-ce que c'est pour que les gens puissent le savoir un tout petit peu? Oui. Ça, c'est un langage technique. Voilà. Donc, c'est un instrument qui nous permet de stériliser une partie des dépôts de banque. Et on amène cette partie à la Banque centrale. C'est un instrument reconnu. Des précautions. Voilà. Et nous avons relevé ce coefficient qui était de 7 pour le dépôt en devise à terme à 9. Et pour les dépôts en devise à vue, le coefficient était à 8, nous l'avons relevé à 10. Et nous avons également, 4 jours après, donc le 29, vendu 50 millions de dollars sur le marché de change. Comme nous l'avons relevé tout à l'heure, du fait de l'insuffisance de notre production, nous importons presque tout ce que nous consommons de manière courante, essentiellement les produits de première nécessité. Donc c'était des besoins d'importation, essentiellement pour ces produits de première nécessité. Mais malheureusement, c'est une solution conjoncturelle pour un problème qui est structurel. De sorte que 2 mois après, c'était le 15 avril, la demande des importateurs qui était de 80 millions de dollars au 25 février, réduite à 30, est remontée encore presque au même niveau. Et nous étions encore obligés de venir intervenir pour la deuxième fois avec 50... Mais les gens critiquent justement cet interventionnisme de la Banque centrale, que ça crispe l'économie. Non, ce sont des mesures conjoncturelles qui sont importantes parce que nous sommes intervenus presque tous les 2 mois, effectivement, et tous les 2 mois, les besoins d'importation se reconstituaient parce qu'on ne produit pas sur place. Et ce qui a fait que même dernièrement, au 30 septembre, nous avons encore relevé ce coefficient de la réserve obligatoire pour le dépôt à terme en devise. On est passé de 9 à 12 et pour le dépôt à vue en devise, on est passé de 10 à 13. Et nous avons, avant cela, le 30 septembre, relevé également les taux directeurs de la Banque centrale avec une intervention également qui a suivi. Mais c'est vrai, c'est une solution qui ne résout pas le problème de fond. C'est ce que j'allais poser comme question. L'insuffisance de la production. Et même maintenant, là, je suis venu au moins rassurer le public que nous allons poursuivre avec ces mesures conjoncturelles parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'allouer encore aux importateurs de produits de base, de consommation courante plutôt, de première nécessité, 45 millions de dollars. On est en train de vendre aujourd'hui à travers leurs banquiers et nous vendrons à peu près 25 millions aux pétroliers distributeurs pour... L'objectif poursuivi dans ces mesures, c'est quoi? Vous voulez stabiliser quoi? Bon, vous savez, c'est stabiliser la monnaie, stabiliser, préserver le pouvoir d'achat de la population. Lorsque on relève le coefficient de la réserve obligatoire, comme je vous ai dit, c'est pour ponctionner une partie de la liquidité excédentaire et ça nous permet de réduire une partie de la demande sur le marché de change. Bien évidemment, nous avons d'autres instruments comme l'émission de bons BCC, qui est permanente. C'est chaque mercredi que nous organisons une adjudication. Ça contribue également à ponctionner plus ou moins 25 milliards en permanence. Mais on n'arrive pas à... On ne peut pas résorber toute la demande, mais au moins on la réduit. Mais il faut agir maintenant du côté de l'offre. Comme il n'y a pas de production suffisante, nous on agit du côté de l'offre par la location de ces devises-là. À ce moment-là, on recherche un certain équilibre entre l'offre et la demande. Et je suis venu pour dire à la population que le montant qu'on a alloué aux importateurs de produits alimentaires va nous assurer la livraison et la permanence de ce produit pendant plus ou moins 4 mois. Donc il n'y aura pas rareté de produits. Ça veut dire que d'ici le fête de fin d'année, les Congolais peuvent acheter leurs produits à des prix acceptables. Paisiblement. Oui. Il n'y aura pas de rareté sur le marché, on n'aura pas de problème avec les banques qui vont tomber en faillite, la Banque centrale qui ne sera pas capable de stabiliser tout ça. Non, on va inonder le marché, on va remplir les chambres froides, les entrepôts de tous les produits nécessaires. Et même, je suis certain que le prix ne va pas augmenter lorsque ces produits vont être livrés.
parce que, en plus de ces mesures monétaires, il y a également un moratoire fiscal au niveau du ministère des Finances qui devrait être appliqué pour ces opérations-là. Donc, logiquement, ces importateurs pourront même baisser le prix. Monsieur le gouverneur, laissez-moi vous poser cette question parce que ça taraude la tête de tous les Congolais, y compris même les étrangers d'ailleurs. La BIAC. Qu'est-ce qui s'est passé avec la BIAC? Rassurez-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec la BIAC? On dit que c'est de votre faute, la BIAC. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, si ça ne dépendait que de la banque, la BIAC ne serait pas sous tutelle de la Banque centrale. On était en plein plan de redressement pour résoudre durablement la crise qui sévissait à la BIAC. Parce qu'on a soumis cette banque, bien sûr du fait des difficultés qu'elle a connues, ces difficultés causées par la mauvaise gouvernance des dirigeants et actionnaires. Vous savez, une banque doit être gérée conformément aux normes dictées par l'autorité. Mais pendant qu'ils géraient mal, vous étiez là, la Banque centrale. Vous êtes oui, le tout gendarme. à fait. On adresse des injonctions. Vous savez, dans le cadre du contrôle prudentiel, nous avons 2 missions de contrôle sur place qui sont réguliers. Nous avons également des services qui font un contrôle sur pièce. Oui. Et ça, c'est permanent. Mais la banque doit jouer franc jeu avec l'autorité de régulation. C'est comme un malade qui cache sa maladie devant le médecin, il dit qu'il n'a que la fièvre, on va lui donner l'aspirine alors qu'il a une maladie qu'il cache. Donc les anciens dirigeants de la BIAC vous ont floué. Ils vous ont pas tout dit. Pas du tout, parce qu'ils se sont floués, même parce qu'ils sont en difficulté. Moi, c'est vrai que le public qui a fait confiance à la banque pour déposer son épargne est inquiète, mais je voudrais rassurer que personne ne perdra son épargne. Est-ce que je peux reposer cette question? Oui. Ceux qui ont mis leur argent à la BIAC, à un moment donné, on leur disait, vous ne pouvez pas retirer plus de 500 $, vous ne pouvez pas retirer en devises, c'était compliqué, les gens ont même pensé qu'à un moment donné, ils allaient tout perdre. Qu'est-ce que dit la Banque centrale aujourd'hui à tous ces investisseurs, nationaux comme étrangers qui étaient là-bas? Oui. Ou qui sont encore là-bas? Ils doivent patienter un peu en se contentant de ces petits montants de retrait. Mais d'ici là, je crois que d'ici la fin de l'année, parce que nous sommes déjà en pourparlers avec un repreneur, c'est une banque chinoise à qui nous avons donné la licence, l'agrément comme banque. Et le président du comité d'administration provisoire qui est là est en train d'achever le processus de reprise de la BIAC par cette banque. Et il en est de même pour la FIBank. Et nous sommes certains que nous allons résoudre de manière satisfaisante pour la clientèle la crise qui s'est... En garantissant ceux qui ont mis leur argent à la BIAC. Tout à fait. Personne ne perdra son argent. Aujourd'hui, les dépôts à la BIAC ont été réduits à plus ou moins 190 milliards de francs congolais, avec un portefeuille crédit qui s'élève à plus ou moins 230 milliards de dollars. C'est vrai qu'il y a des actifs toxiques ou mauvais qui sont là-dedans, mais il ne manque pas de bons actifs, sans compter les immobilisations. Donc le problème, lorsqu'on voit les deux côtés passifs-actifs de la banque, il n'y aura pas beaucoup de difficultés avec le banquier qui a déjà amené une partie de son capital, va reprendre cette banque. Monsieur le gouverneur, parlons un tout petit peu de la protection de notre monnaie. Vous êtes le gendarme. Oui. Comment expliquer qu'on est passé aujourd'hui de 900 francs le dollar jusqu'à 1200 le dollar aujourd'hui? Donc la Banque centrale a failli dans la protection de notre monnaie. Non, on se disait le franc fort, l'autre monnaie est forte par rapport même au dollar. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Vous savez, d'abord, la monnaie ne traduit que la santé de l'économie. Oui. Mais bien sûr, lorsque les difficultés font surface, la Banque centrale peut agir à travers les mesures de politique monétaire. Mais il faut savoir que la politique monétaire ne peut pas tout résoudre. Elle doit être combinée aux politiques budgétaires et structurelles. Oui. Donc nous sommes en train de mettre en œuvre tous les instruments à notre disposition de la politique monétaire. Mais il faut que cela soit relayé par
une politique économique, budgétaire et structurelle. Voilà. Parce que quand le pays n'arrive plus à faire des recettes pour financer par ses les impôts, dépenses, par voilà. la production intérieure. Voilà, il y a des déficits qui se créent et ces déficits, lorsqu'ils sont financés par la Banque centrale, vous n'allez pas incriminer la Banque centrale. Il faut attaquer le mal à la racine. C'est-à-dire le gouvernement. Bon, non, je ne dis pas qu'il faut attaquer oui, c'est le gouvernement. qui produit. Il faut prendre les mesures structurelles parce que le mal de la gestion de notre économie, c'est que même pendant la période du boom de matières premières, les 15 dernières années, c'est une période d'âge d'or. On a eu à connaître ces périodes d'âge d'or, mais la faiblesse procède toujours de l'extraversion, du fait pour les dirigeants de se focaliser dans des mesures de politique économique dans leur dimension uniquement conjoncturelle. Nous devons aujourd'hui modifier en profondeur l'orientation de nos stratégies économiques. On doit orienter la stratégie économique du gouvernement sur la productivité et la diversification de manière à accroître la production intérieure et pour ne plus dépendre des matières premières. Et cela est très possible aujourd'hui par le développement des infrastructures, le développement du capital humain, la mise en œuvre de politiques industrielles adéquates. C'est dans ce cadre que je salue encore l'impulsion du chef de l'État. Vous vous souviendrez qu'au mois de janvier, c'était même vers novembre ou décembre, le chef de l'État avait réuni toute l'équipe économique du gouvernement, y compris la Banque centrale. Vous parlez des 28 mesures. Voilà. Ces 28 mesures ont été adoptées le 26 janvier à l'hôtel du gouvernement sous la présidence du chef de l'État. Et c'est sous son impulsion que nous avons conçu ces mesures. Ce sont des mesures qui sont très porteuses, je vous dis. Et lorsqu'on prend quelques mesures phares, moi je considère les premières mesures phares dans ces 28, les deux premiers, lesquelles? Celles qui consistent à accroître les ressources financières de l'État, donc les recettes, et celles qui consistent à accroître l'offre intérieure. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on est en train de mobiliser sur le plan finance publique autour de 240-260 milliards par mois. Mais les dépenses des rémunérations en elles-mêmes vous prennent 70% de ces recettes. Ça veut dire qu'on produit pour payer les salaires. Voilà, c'est déjà le non-respect d'un des critères, que ce soit dans le COMESA, dans la SADC, parce que les salaires ne peuvent pas prendre plus de 35% de recettes. Et lorsque vous prenez d'autres dépenses que je qualifie d'incompréhensibles aussi, comme la rétrocession aux régies et aux provinces, ça vous demande au moins 30 millions. La dette extérieure, ça vous demande au moins 25 millions mensuels. Et sans compter les dépenses exceptionnelles, les frais de fonctionnement, ça vous demande 30-40 millions mensuels ou milliards. Mais c'est votre rôle de nous conseiller, enfin, de voilà, conseiller le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de dérapage. L'accroissement de ressources fiscales, financières. Fiscales d'abord passe par l'élargissement de la base d'imposition, la lutte contre la fraude fiscale. Il faut supprimer, il y a beaucoup d'exonérations qui n'ont même pas de base légale, qu'on fasse une évaluation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes restés avec une ardoise de la TVA remboursée qui pèse. Auprès d'opérateurs économiques. Voilà. De plus de 700 milliards. C'est beaucoup. Donc, aujourd'hui, regardez, par exemple, sur le plan fiscal. On a la prépondérance du secteur informel ici chez nous. Oui. C'est pourquoi déjà on disait à l'époque que la TVA n'était pas adaptée parce que le secteur Mais les gens informel... ne déclarent pas les factures. Oui. Prenez par exemple l'impôt forfaitaire pour les micro-entreprises. Des entreprises qui ont moins de 10 millions de chiffres d'affaires par an. Parce que ici chez nous, on part du chiffre d'affaires au lieu de partir du bénéfice. Ou les autres entreprises qui ont moins de 80 millions de chiffre d'affaires, donc ils ne sont pas soumis au régime de droit commun, payent un impôt forfaitaire de 50 000 francs, oui. 50 dollars par an. Mais quelqu'un qui a une terrasse en Djiri, il fait partie de ces micros, parce qu'il a moins de 10 millions par an. Oui. Mais vous lui demandez de payer 50 dollars. C'est vrai, il peut faire 200 dollars de bénéfices par mois, mais il vit au jour le jour, il travaille au jour le jour sans comptabilité. Oui.
Mais vous lui demandez un jour de payer l'équivalent de 50 $. Mais pour lui, il va trouver que c'est beaucoup. Mais en réalité, c'est très peu. Mais si vous lui demandez de payer chaque mois l'équivalent de 10 $, vous aurez même 120. Vous voyez, que d'avoir 50. Il faudra apporter ces... En fait, pour moi, il faut un consensus fiscal. Vous savez, dernièrement, j'ai accompagné l'équipe de la Troïka aux cimentiers qui sont au Bas-Congo. Oui, à Loufou. Alors, non, c'était à Songololo. À Songololo, oui, voilà. Oui. Mais parmi les contraintes des industriels, il y a la fiscalité. 62 Trop taxes. de fiscs. 62 taxes de toute nature. Trop d'impôts. 25 taxes pour la DGRAD. Moi, je n'ai pas de problème avec des régies. Il faut rebâtir l'administration. Mais il faut bien mobiliser les moyens, monsieur le gouverneur, pour gagner. Non, mais mobiliser, mais pour quelle levée fiscale? On lève moins de 10% de la fiscalité, alors que le standard en Afrique subsaharienne, c'est 20%. Donc ça veut dire qu'on a trop d'impôts et on n'arrive pas à en lever suffisamment. Non, c'est-à-dire qu'on ne sait pas collecter sur l'ensemble de la base d'imposition. On ignore une partie de la base d'imposition. Et même la manière de travailler des agents percepteurs des impôts, quand vous parlez avec des entreprises, ils ne viennent pas avec un comportement pédagogique, mais ils viennent à la recherche de pénalités avec pour leurs primes d'aviseur. Oui. Laissez-moi vous poser ces questions qui concernent nos compatriotes en termes de réserve d'échange. En termes plus clairs, c'est cet argent que vous gardez ici, ou je ne sais pas quelque part, qui nous garantissent les importations. Tout à fait. On en a combien aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Nous sommes à 930 millions. Moins de milliards. Voilà. Est-ce que nous allons tenir encore combien de temps, monsieur le gouverneur? Oui, ça représente plus ou moins 4 semaines d'importation de biens et services. Mais nous n'allons pas nous contenter des importations pour vivre. Il faut que nous produisions sur le plan local. Je reviens encore. Je parlais de la première mesure phare qui consiste à accroître les ressources, mais il n'y a pas que des ressources fiscales. Il y a également le marché financier local. Vous savez, l'excédent de liquidité, à un moment donné, la Banque centrale avait racheté des banques, des 100 milliards, par exemple. Mais au jour d'aujourd'hui, l'État peut mettre un bon du Trésor et collecter cet excédent de liquidité. C'est ce qu'on voit partout dans l'UEMOA, dans la CEMAC. Collecter 200 milliards, c'est grosso modo 190 millions. Mais pendant une année, l'État ne paiera qu'à peine l'équivalent de 1,4 million d'intérêts. Mais avec cet argent, vous savez, l'aérogare d'Enjil, on a construit avec 27 millions. Mais vous avez comme ça 200 milliards qui traînent et l'État ne lève pas, par exemple. Sur le marché extérieur, mais pourquoi on ne lève pas les fonds? Le Ghana a la même notation S&P, Standard & Poor's, de B- que nous. Mais les Ghana lèvent les fonds sur le marché international. Nous avons dernièrement contacté les banques de développement régional ici en Afrique, mais elles sont prêtes à nous donner de l'argent. Mais alors, c'est vous qui êtes banque centrale? Non, je ne suis pas gouvernement, malheureusement. La Banque centrale, c'est... Mais alors, conseiller notre gouvernement qui a cherché cet argent? J'ai donné ce conseil. On est même très avancé dans cette démarche. J'ai même signé un protocole d'accord avec ce qui veut dire que les drafts même de la convention des prêts pour des montants importants et sur nos tables. Oui. Et moi, je salue quand même l'implication des ministères sectoriels parce que on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture, des ITEPER, de l'énergie, ressources hydrauliques et des PME parce qu'on a élaboré un cadre stratégique pour accélérer la relance de la production agricole avec tous les projets support donc, qui consistent à la mise à jour des infrastructures liées à ces projets agricoles avec comme objectif l'autosuffisance alimentaire très rapidement et même l'exportation. Parce que nous n'avons pas de grandes contraintes sur le plan agricole. 80 millions d'hectares de terres arables, on ne souffre pas encore. On a le potentiel. Gros potentiel, comme j'ai dit. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous examinez seulement la structure de notre PIB, vous allez voir déjà les faiblesses de notre économie. Au jour d'aujourd'hui, le taux de croissance est de 4,3, mais le secteur primaire, qui est le secteur de base, parce que quand vous allez en Éthiopie, c'est 40% du PIB. Mais chez nous, les secteurs primaires, c'est le parent pauvre du PIB.
Aujourd'hui, on a vanté le dynamisme du secteur secondaire et tertiaire. Oui, les télécoms. C'est dangereux. Les télécoms. Parce que les télécoms, nos familles qui achètent ces crédits de télécommunications, mais quand le revenu est en train de baisser, quand le papa vient d'être assaini, parce que même dans le secteur tertiaire, on commence aussi à réduire les effectifs de travail. Les parce services. que le débouché constitué par nos ménages, et lequel ménage doit tirer suffisamment leurs revenus de l'exploitation du secteur primaire. Je ne suis pas contre l'exploitation de ressources minérales ou pétrolières, Oui. Mais il ne faut pas négliger l'agriculture. On est trop dépendant. Voilà. Et même les mines et le pétrole, il faut les transformer au moins sur place. Ça va créer des emplois Voilà, et de la valeur ça, ajoutée. tout à fait. Alors, monsieur le gouverneur, Oui. beaucoup de pays qui traversent la situation qui est la nôtre envisagent des mesures pour non seulement réparer, gérer cette crise, mais anticiper sur l'avenir. Vous êtes Banque centrale. Les Congolais qui vous suivent en ce moment, ici et à l'étranger, quelles sont les mesures en termes de prospectives que vous avez envisagées, que vous êtes en train d'appliquer, pour que cette crise, une fois passée, parce qu'on a entendu que le pétrole va repartir, que les cuivres, etc., qu'on ne puisse pas revivre la même chose et peut-être sortir notre pays un peu de cette dépendance. La livraison de produits qu'on importe va prendre 4 mois, peut-être 5 mois, mais dans l'entretemps, il faut qu'au début de l'année, avec peut-être le gouvernement qui vient, qu'on mette déjà en œuvre de stratégie économique. Moi, je parle du gouvernement qui vient. Bon. Vous serez plus vigilant avec le gouvernement qui vient. Oui, tout à fait. Vous allez rappeler toutes Parce ces que mesures de diversification de l'économie, le Premier ministre qui va arriver, au-delà des élections, parce qu'il faut qu'on en dise ça sera notre premier conseil. Ça sera notre premier conseil. En tout cas, pour assurer la résilience de l'économie, oui. Il faut asseoir l'économie sur la demande de la production intérieure. Il ne faut plus continuer à dépendre. Vous savez, effectivement, beaucoup d'autorités chaque jour regardent Reuters, Bloomberg pour voir si le cours du cuivre a augmenté. C'est la prière de tout le monde. Non, mais il faut oublier ça. Je ne dis pas qu'il faut négliger. Comment oublier? Nous sommes producteurs. Nous avons plus de potentiel. Aujourd'hui, nous manquons de devises. Mais vous savez, avec l'exportation agricole, on peut générer beaucoup de devises. J'ai été agréablement surpris lorsqu'on m'a présenté le portefeuille de projets qu'on a conçu dans le cadre stratégique dont j'ai évoqué, et dont j'ai parlé, excusez-moi, tout à l'heure. Nous pouvons même produire du cacao plus que ces pays qui se disent premiers producteurs. Plus que la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on va faire où? À Yangambie, à l'Équateur. Voilà, il y a là-bas, il y a dans le Kivu, les provinces de Kivu, les anciennes. Mais si vous ne prêtez pas aux entreprises, monsieur la banque, vous ne prêtez pas nos petites et moyennes entreprises, vous ne supportez pas les petits producteurs. En Côte d'Ivoire, il y a bien des banques agricoles. Chez nous, il n'y en a pas. Comment voulez-vous que ça marche? Voilà, j'ai toujours dit que c'est anormal pour un grand pays qui est le nôtre et qui aspire à l'émergence, ne pas avoir une banque de développement. Mais vous en avez autorisé plusieurs, hein? Non, il faut une banque de développement public, pas privé, parce que là, on attendra longtemps. Oui. Hein, moi j'estime que une structure comme les FPI, la transformer en banque de développement sera plus bénéfique que dans son état actuel. Parce que les FPI n'ont jamais levé les fonds à l'extérieur. Mais lorsque vous transformez cette structure en banque, d'abord, elle va travailler sous la supervision prudentielle de la Banque centrale, et elle aura plus de crédit auprès de banques de développement régional, auprès de banques internationales, qu'une structure étatique de collecte de fonds pour la promotion de l'industrie. Mais alors, une question d'actualité, monsieur le gouverneur. Est-ce que vous allez changer les critères des licences que vous donnez aux banques? À un moment donné, on disait dans notre pays, il y avait trop de banques, des dépôts, et puis vous avez baissé quasiment les conditionnalités d'octroi de ces licences. Et ce qui a fait que les gens venaient chercher des dépôts auprès des Congolais au lieu de créer des banques de développement. Est-ce que vous avez changé ces critères? Non, on n'a pas baissé. On cherche bien sûr à renforcer. On a deux réformes dans ce cadre-là. Et nous avons déjà annoncé aux banques que nous allons relever les niveaux minimum
de capital qui va passer de 10 millions, d'équivalent de 10 millions en francs congolais. Avant, c'était moins, hein, 7 millions. Bon, avant, c'était 5 millions, mais il y a longtemps. Oui. Il y a longtemps. Mais pour le moment, nous sommes à 10, mais nous comptons passer à 30 au mois de septembre 2017. Mais nous recevons déjà de plein de banques qui disent qu'elles ne seront pas prêtes. Mais d'autres banques nous encouragent à aller dans ce sens. Oui, parce qu'il faut réduire un peu on le n'a marché. pas le même intérêt. Donc nous allons également renforcer les conditions d'agrément des dirigeants. Des dirigeants? Des dirigeants de banque. C'est-à-dire, ce sont des sociétés privées. Voilà. Qu'est-ce que vous allez intervenir dans leur management? Ah mais non, des sociétés privées, mais qui gèrent l'épargne d'autrui. Hein, c'est différent d'une entreprise commerciale ou industrielle. Vous faites faillite, vous pliez bagage, vous n'aurez qu'à faire avec votre banquier qui vous avait prêté. Vous mais risquez d'interdire aux personnes de gérer des banques. Mais oui, il y a des personnes qui ne sont plus habilitées, qui ne sont plus aptes à le faire. Fichier à la banque. Voilà, tout à fait. Fichier. Oui. Bon, ça devient compliqué. Oui, tout à fait. Restons dans l'actualité, on va terminer cette émission par là. Il va y avoir un nouveau gouvernement. On sait que on va tous beaucoup regarder sur les élections, ça c'est finance, avec presque $1 milliard. Où est-ce que vous allez trouver cet argent, monsieur le gouverneur? Parce que si les mines ne donnent pas l'argent, si les impôts ne sont pas collectés suffisamment, vous allez emprunter l'argent à l'extérieur. On va encore s'endetter. Mais nous devons mobiliser les fonds sur le plan local et financer la production par des levées de fonds à l'extérieur, par exemple. Vous savez, au début de l'année 2016, on disait bien sûr que 2016 sera moins bonne que 2015, effectivement, et 2016 sera moins bonne que... parce qu'en 2015, on a fait 6,9 de croissance, mais pour 2000... On est à 7 là. Oui. Non, on est à 4,3, on avait tablé sur 6,6, révision sur base de réalisation de production en fin juin, nous sommes à 4,3, mais bientôt nos experts sont en train de travailler pour estimer le PIB sur base de réalisation en fin septembre. En tout cas, ce n'est pas très réduisant. On sera à combien? 4 en termes de croissance? Peut-être moins, mais cela n'est pas un problème. Mais est-ce que 2017 sera moins bonne que 2016 aussi? Bon, là n'est pas le problème, mais il faut être imaginatif. Comme je vous ai dit, si nous restons moins imaginatifs et ne mobilisons que 230, 250 milliards par mois sur le plan ressources financières de l'État, il nous sera difficile. Parce que je vous ai dit, 168 milliards de francs de rémunération mensuelle, c'est plus de 2 milliards annuels. C'est qu'il faut réduire les trains de vie de l'État. Vous êtes en train de dire... Le train de vie de l'État, on l'a fait sur le plan fonctionnel. Il y a eu déjà 20%, on a dit 30%. Presque. Oui. Mais la rémunération, or le gros de ce montant provient des salariés qui ont des montants inférieurs, de petits montants. Des fonctionnaires. Là, oui, on ne peut pas réduire. Non, mais si les députés, excusez-moi, monsieur les députés, si vous touchez dans les $10 000, les ministres presque au même montant, je ne sais pas à la Banque centrale combien vous touchez, mais c'est déjà le plus gros qui part de ce que nous mobilisons comme moyen. Mais conclusion, réduisez vos salaires comme ça. Ça ne sera pas significatif parce que nous avons près d'1 million de fonctionnaires qui sont payés dans l'enseignement, dans l'administration publique. Mais à cela, on ne peut rien faire. Et si on coupe les salaires des gens qui gagnent un peu plus, bien sûr, les ajustements budgétaires... Et les missions à l'étranger, les 4x4, tout ça. Bon, on va gagner. C'est possible. Mais je reviens encore, il faut un effort de mobilisation. Moi, je crois que nous avons un problème dans la levée de la fiscalité chez nous. Vous insistez beaucoup sur la fiscalité. Le minimum qu'on définit en Afrique pour permettre à un État de fournir les services publics à la population, c'est de lever au moins 15. Mais les pays africains, donc 15% du PIB. Mais la moyenne des pays africains, c'est 20%. Dans l'OCDE, c'est 40%. Oui. Mais pourquoi nous, on ne valorise pas notre production? Il y a un problème. Donc, vous avez parlé qu'il y avait des exonérations, mais il y a aussi des passe-droits.
il y a des gens qui ne déclarent pas du tout, mais il y a aussi l'impunité, monsieur le gouverneur. Oui, c'est pourquoi, oui, bien sûr, il faut des sanctions dans les chefs de ceux qui fraudent, ceux qui favorisent la fraude, surtout les fonctionnaires du fisc. Mais pour moi, je me dis qu'il faut un consensus fiscal. L'impôt sur les bénéfices, 35%, ça pèse. C'est pourquoi il y a des gens qui ne déclarent pas, qui faussent les bilans, qui déclarent de pertes. Et vous savez aussi, il faut d'abord stabiliser l'économie parce que l'instabilité a des effets négatifs même sur l'impôt. Parce que des entreprises vont faire de pertes. Ils ne vont pas déclarer de bénéfices, donc l'impôt sur le bénéfice va... voilà. Donc, et même dans la réglementation, les banques sont autorisées à provisionner la dégradation de leurs fonds propres du fait de la dépréciation monétaire. Mais cette provision-là est prise sur le bénéfice et ça réduit encore l'impôt de l'État. Alors, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, les gens qui sont chez eux aimeraient avoir une conclusion beaucoup plus rassurante de cette émission. Vous nous garantissez aujourd'hui que cette crise que nous traversons, due à la baisse de matières premières, le prix, vous avez dit, nous sommes dans une économie extravertie, oui, on a bien compris, mais concrètement, la Banque centrale, les mesures que vous avez prises tout à l'heure d'aide, de soutien, d'intervention, etc., ça va aller jusque quand? On va passer les vacances les fêtes de fin d'année, décembre, janvier, etc. Vous avez dit on va importer suffisamment, les Congolais peuvent être tranquilles, mais au-delà, l'année prochaine, qu'est-ce que vous nous donnez comme garantie? Je l'ai dit tout à l'heure que avec le gouvernement qui vient, il faut très rapidement réorienter notre stratégie économique sur la diversification, sur notamment la productivité, sur le secteur porteur. C'est le moteur de croissance soutenue de productivité, à long terme en plus. Nous allons atteindre très rapidement. Vous savez, la situation économique que nous connaissons est certes difficile, mais elle est loin d'être insurmontable. Nous avons connu des expériences beaucoup plus douloureuses que ça, et nous avons très rapidement remis et renoué avec la stabilité et la croissance. Et moi, je pense que la mise en œuvre, surtout des mesures phares, parce qu'il faut éviter que le même cause produise les mêmes effets. On a connu ces périodes d'âge d'or. Ce n'est pas la première fois depuis 60. Je crois que ça c'est la troisième fois. 74. Il ne faut pas que ça se répète. Il faut qu'on replace maintenant définitivement notre économie sur le chemin de la croissance. Et cela ne passe que par cette réorientation en profondeur de notre stratégie économique qui doit être orientée sur la productivité, sur la diversification économique, au moyen du développement des infrastructures, le capital humain, l'amélioration des politiques industrielles. Vous savez, nous allons très rapidement résoudre ce problème. Il faut travailler de sorte que les festivités de fin d'année 2017 soient faites par la consommation des produits de nos terres. Dans un an. Même dans un an, parce que, vous savez, ce n'est pas de la viande... Ce n'est pas de l'élevage qui manque. À Namibie, à Walvis Bay, là, on pêche le poisson chinchard qu'on appelle le Thompson. Oui, qui arrive chez nous ici. Oui, mais c'est 4-5 jours de bateau. Mais c'est dans le même océan Atlantique. On pêche en Angola le même poisson. Mais pourquoi nous, on ne peut pas pêcher? Il faut développer tout ça. C'est-à-dire qu'il faut développer... Et vous savez, le portefeuille de projets que le ministère de l'Agriculture a présenté, qui couvre toutes les filières, beaucoup de sites de production, beaucoup de producteurs potentiels avec priorité à l'émergence de l'entrepreneuriat local dans ce domaine, ne demandent que 480 millions de dollars. Seulement, on achète des bateaux, on achète même des bateaux qui vont dans les affluents prendre la nourriture, nous amener. Et ça ne sert à rien de produire à grande échelle sans maîtriser les circuits de transport et de distribution. Mais ces petits portefeuilles-là qu'on a déclinés prend en charge tout cela. Et c'est vraiment un modèle économique qui est basé sur ces secteurs de produits de base avec le souci de développer les chaînes de valeur pour inciter à produire. Parce qu'il prend en charge, en amont du secteur de production de base qui est l'agriculture, tous ceux qui fournissent les inputs et en aval, tous ceux qui utilisent les productions,
les transporteurs, les distributeurs, jusqu'au supermarché. Merci. Il faut organiser cela, c'est ça le réalisme. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. J'aimerais bien, vous avez aujourd'hui donné plus d'éléments aux Congolais qui nous suivent. Je pense qu'ils sont assez rassurés qu'il n'y a pas de dérapage. Petite question pour terminer. Les taux, on va le garder stable, il va bouger. On a 1200 là. Oui, notre objectif c'est de stabiliser. On peut stabiliser, mais avec le temps, même si les revenus a été rodé par la dépréciation, il y aura des ajustements qui vont faire en sorte que le pouvoir d'achat de la population augmente. Et ce que je voulais dire pour terminer en Lingala, c'est que la population est que le marché est inondé dans biloko kolia. Nasuka Sanza, Nasuka Mbula. Donc, dans le mois de décembre, déjà début décembre, donc la chambre froide est inondée, entrepôt, il y a l'osso, foufou, donc miliki, sucre. Donc il y aura une abondance au pays, qu'on n'ait pas peur, qu'on ne fasse pas de la spéculation. La spéculation, on va perdre le bango. De toute façon, on travaille, mais comme j'ai dit, on ne va pas se contenter de ces mesures conjoncturelles. D'urgence. Il y a une stratégie pour 2007. Voilà, c'est ça. Bon, ok. Bon, au lieu de banque, cadre, tout ça. Est-ce qu'ici à la banque, il y a des Congolais ou parfois on dit autrefois, il y avait Blumenthal qui était ici, il y avait des étrangers. Est-ce qu'il y a encore des étrangers ici à la banque qui gèrent notre monnaie et notre économie? Non, il n'y a pas d'étrangers. Vous savez, le point fort de la Banque centrale, c'est le personnel. Le personnel, ici, c'est l'excellence. Très compétent. Donc, nous avons... nous priorisons chez nous la formation. La formation, l'excellence. Nous avons même toute une sous-direction de la formation. Nous avons une sous-direction de gestion des risques. Donc, nos agents chez nous savent gérer les risques. Merci beaucoup. Les gens pensaient que le gouverneur Lobakana était un technicien, mais aujourd'hui, vous avez tellement parlé qu'on allait se poser la question, est-ce qu'il aimerait bien être ministre, il aimerait être Premier ministre, on ne sait pas. Merci, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Je vous laisse saluer vos collaborateurs.